Bonjour à tous, merci Gilles. Je suis Antoine Lamère, data scientist au CHU de Lille depuis une dizaine d'années et maître de conférence à ELIS en data science. Je vais vous présenter l'entrepôt de données d'anesthésie et comment nous essayons de réutiliser les données qui sont collectées quotidiennement pour le soin. Alors tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est une base de données. Une base de données, c'est un ensemble de tableaux tels qu'on a l'habitude de les utiliser sous Excel. Chacun de ces tableaux stocke une entité. Donc on peut avoir par exemple une entité patient, une entité séjour, une entité procédure. Ce qui est assez compliqué, et on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard, c'est que il y a plusieurs dimensions. Enfin, un patient peut avoir plusieurs séjours, et au cours d'un séjour, il peut avoir plusieurs actes. Alors que quand on va faire de la recherche, on attend d'avoir un tableau avec une seule entité par ligne, l'unité statistique de notre étude. Dans une base de données, on vient fixer un ensemble de règles qui vont permettre de s'assurer de la qualité des données. Une des premières règles, c'est de définir un type pour chacune des colonnes. Donc par exemple, s'attendre qu'une colonne ne reçoive que des nombres, que des caractères ou que des dates. Une autre contrainte qu'on va définir, c'est la contrainte de clé primaire. On va choisir une colonne pour chacune des tables avec un identifiant qui va être unique et permettre de retrouver de manière certaine un enregistrement. Vous avez l'habitude au quotidien d'utiliser l'IPP et l'IEP, qui sont des sortes de clés uniques pour retrouver le patient ou le séjour. Et puis on a une autre notion importante qui est la notion de clé étrangère qui nous permet de naviguer entre les différents tableaux et qui est en fait une référence entre un champ de clé étrangère, ici le champ patient ID dans la table séjour, qui nous permet de retrouver de quel patient il s'agit dans une autre table. Et c'est à travers tous ces numéros qu'on va pouvoir naviguer entre les différentes tables qui constituent notre base de données pour retrouver les actes médicaux, les diagnostics ou les médicaments qui sont administrés au cours d'un séjour pour un patient donné. Autre info importante que j'ai oublié de préciser au début, dans chacune de ces tables, on a un enregistrement par ligne et une variable par colonne. Donc, on essaie au quotidien de pouvoir réutiliser les données qui sont produites par le soin, les besoins administratifs ou de facturation. Et au sein d'un hôpital comme le CHU de Lille, on a environ une centaine de bases de données différentes qui sont à chaque fois associées à un logiciel métier. La difficulté, c'est que ce logiciel métier est la propriété de l'éditeur qui l'a développé, que ce n'est pas toujours possible d'accéder à la base de données qui est derrière l'application, que ce sont des technologies qui sont différentes, donc on va avoir des types de bases de données complètement différentes d'un logiciel à l'autre, et puis surtout, dans ces bases de données, on va avoir un vocabulaire et une structure qui est différente, parce que les éditeurs travaillent chacun de leur côté, par un concurrent, et il n'y a pas forcément de standard sur la manière de stocker nos données. Par exemple, le champ qui permet d'identifier le patient pourrait s'appeler patient ID d'un côté, ID patient de l'autre, numéro patient, et puis alors ça à la rigueur c'est assez simple, mais après on pourrait avoir des vocabulaires complètement différents d'un logiciel à l'autre pour nommer les médicaments, les actes médicaux, les diagnostics, etc. L'autre difficulté, c'est que ces bases de données, elles sont utilisées au quotidien pour une activité première, le soin, par exemple pour vous au bloc opératoire, et qu'on ne peut pas en parallèle interroger la base de données sans risquer de gêner votre utilisation au quotidien. Si on fait une requête comme retrouver toutes les interventions qui ont eu une moyenne de pression artérielle inférieure à 65 pendant que vous utilisez le logiciel, vous risquerez de bloquer son utilisation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est développer une autre base de données à côté de ces bases de données applicatives, qu'on appelle un entrepôt de données, et on va extraire des systèmes sources les informations qui nous semblent pertinentes. Donc, dans chacune de ces bases de données métiers, il va y avoir à peu près 150 tables, mais il y en a généralement qu'un quart ou un tiers qui nous intéresse, parce qu'il y a un grand nombre de tables pour gérer le paramétrage de l'application.
Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les tables qui contiennent des informations liées aux patients et des données cliniques. Donc, première étape, on sélectionne les tables qui sont pertinentes, on extrait les données, on les transforme, on les nettoie et on les charge dans une structure unique, l'entrepôt de données, au sein duquel on peut croiser les données qui, au préalable, étaient enregistrées dans des bases différentes. Et puis surtout, on peut recalculer des nouvelles variables qui sont plus pertinentes pour nos recherches. Dans l'entrepôt de données, on va avoir des données très fines, une mesure de pression artérielle, une administration de médicaments. Et pour un patient, on pourrait avoir 100 mesures de fréquence cardiaque et pour un autre, 200 mesures. Nous, ce qui nous intéresse à la fin, c'est d'avoir un tableau unique avec une ligne par patient et une colonne par variable. Et donc, on va devoir recalculer des nouvelles informations comme la valeur minimale de la fréquence cardiaque, la valeur moyenne. Est-ce que le patient passe au-dessus de 120 battements par minute? Et donc, pour ça, on a une nouvelle notion ici qui est le magasin de données et qui stocke ces données déjà précalculées. Si bien que quand on va faire une analyse, on ne va plus travailler directement sur l'entrepôt de données, où on a des données très fines et très volumineuses, mais on va plutôt travailler sur ces magasins de données où on a des données déjà calculées et on ne vient plus faire que de la sélection. Alors, on va rentrer en détail sur le détail de la première partie, qui est l'intégration des données depuis les systèmes sources vers l'entrepôt de données. Cette opération, elle se réalise en plusieurs étapes. La première, donc, sélectionner les tables qui nous semblent pertinentes. Et puis ensuite, on va faire plusieurs transformations jusqu'à arriver à un état des données qui est avec une qualité qui nous convient. Et pour chacune des données sources, donc on a 2, 3, 4 opérations qui s'enchaînent pour alimenter notre entrepôt de données. Ces opérations, ça peut être déjà le fait de filtrer les enregistrements ou de sélectionner les colonnes, parce que dans la base de données source, on peut avoir des données de mauvaise qualité. Donc par exemple, pour les mesures, on va déjà filtrer pour avoir des valeurs dans des plages de données acceptables, et on va rapatrier dans l'entrepôt de données que ces valeurs-là. Pareil, on va sélectionner les colonnes qui nous intéressent, et on va laisser de côté toutes les colonnes de paramétrage du logiciel. Dans un deuxième temps, on va reformater les variables qui pourraient être stockées sous la forme de chaînes de caractères dans la base de données source pour avoir des valeurs numériques pour des valeurs de mesure, par exemple. Ensuite, on va faire un mapping avec nos terminologies, c'est-à-dire que dans le logiciel source, on pourra avoir un vocabulaire qui est propre à l'éditeur, alors que nous, on préférait avoir un vocabulaire lié à des terminologies internationales comme la CIM-10 pour les diagnostics, la CCM pour les actes médicaux ou la TC pour les médicaments. Donc en fait, dans cette base, dans cette étape, on va transcoder le vocabulaire qui est brut dans le logiciel vers un vocabulaire commun et, si possible, international pour pouvoir réaliser nos études. Enfin, on va dédupliquer nos enregistrements en doublon, rajouter une clé primaire, et puis ensuite charger ces enregistrements dans l'entrepôt de données. À la fin, on obtient cette base de données avec représentée à travers les couleurs la source des données. Vous pouvez voir qu'on avait principalement deux sources de données, le logiciel de PMSI et le logiciel d'anesthésie. Et on est venu également ajouter des données issues du logiciel de biologie et de transfusion. Dans l'entrepôt de données, on peut donc croiser les données qui venaient au départ de ces différentes sources, et on peut donc retrouver les patients qui sont passés dans un bloc de données ou un service, et retrouver leurs résultats de biologie après le bloc. A l'inverse, on peut également sélectionner des patients qui sont passés dans une unité fonctionnelle, qui ont eu un diagnostic et un acte médical, et pouvoir étudier leurs mesures de pression artérielle pendant le passage au bloc opératoire. On vient rajouter dans l'entrepôt de données chaque année 60 000 interventions, et on a un historique depuis 2010 qui nous fait plus de 400 000 patients et 600 000 interventions, 3 millions de mesures et 4 millions de séjours hospitaliers. L'alimentation de l'entrepôt de données, elle se fait chaque semaine en récupérant sur une fenêtre glissante de 2 semaines les interventions des 2 semaines précédentes, et à chaque fois on vient écraser une semaine pour être sûr de ne pas louper des enregistrements qui auraient été mal transmis le dimanche soir. L'alimentation, elle dure à peu près 8 heures,
et elle charge chaque semaine environ 1000 interventions et 14 millions de mesures. On va maintenant passer à l'étape numéro 2, qui est l'étape de feature extraction, c'est-à-dire le fait de transformer des données brutes en informations exploitables pour nos études. Dans l'entrepôt de données, on a des données très volumineuses et très précises, avec par exemple une ligne par mesure de pression artérielle, une ligne par acte médical, une ligne par diagnostic. Et les patients ont des nombres d'enregistrements différents en fonction de ce qui leur arrive, de la durée de leur passage au bloc opératoire et de leur durée de séjour. Ce qui nous intéresse à la fin, c'est d'avoir ce tableau-là, où on a une ligne par unité statistique, l'intervention ou le séjour, et puis une colonne par variable, les facteurs d'exposition, la variable d'intérêt et l'outcome. Il faut donc retrouver ces variables dans les milliers de lignes qu'a chaque patient dans la base de données. Et donc pour ça, on va définir une règle métier qui nous permet de transformer 200 mesures de pression artérielle en une variable comme hypotension en dessous de 65, durée d'hypotension, nombre d'épisodes, etc. Alors voici quelques règles. On a au bloc opératoire un certain nombre d'événements temporels qui marquent les temps de l'anesthésie et de la chirurgie. Nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est de retrouver des périodes d'intérêt, comme la période de chirurgie, la période d'anesthésie, la période entre l'induction et l'incision, la sortie de bloc. Ensuite, on a nos différents signes vitaux ou paramètres liés à la ventilation. Et là, pareil, on va réaliser une agrégation pour transformer les dizaines de valeurs en une seule variable, comme la valeur moyenne, minimale, maximale pendant l'anesthésie, la chirurgie, la durée du passage en dessous d'un seuil, le nombre d'épisodes et le nombre d'administrations d'un médicament ou la posologie totale, le volume total administré. En détail ici, un algorithme qu'on a défini pour calculer l'hypotension. On s'est rendu compte que dans la littérature, l'hypotension c'était forcément une des variables les plus utilisées, mais que les méthodes qui étaient présentées n'étaient pas reproductibles ou très mal définies. Et donc quand nous, on voulait reproduire des études sur notre base de données, des études de Sessler par exemple, on n'était pas certain d'avoir les mêmes résultats parce qu'ils ne détaillaient pas précisément comment ils avaient géré les données manquantes, l'interpolation entre les différentes mesures et d'autres paramètres. Et donc on a défini un algorithme reproductible où on vient définir précisément comment on sélectionne nos mesures, comment on interpole entre deux mesures successives et comment on gère les données manquantes quand il y a un certain laps de temps pendant lequel on ne reçoit pas de mesures. Et dans nos magasins de données, on a un ensemble de tables qui stockent des variables déjà précalculées et disponibles pour l'analyse. On a bien sûr au milieu le patient et les interventions. Donc on va voir toutes les variables démographiques du patient, les durées de chirurgie, d'anesthésie, le bloc, le jour, etc., la date de début. Et puis autour, on va avoir d'autres notions comme les périodes d'intérêt, les variables liées au séjour hospitalier, est-ce que le patient est passé en réanimation, combien de temps, est-ce que le patient est décédé, est-ce qu'il est rentré au domicile, les antécédents, les événements opératoires, les résultats de biologie, la créate J0, J1, J2, une augmentation de la créatinine dans les 2 premiers jours, des événements indésirables comme l'hypotension, les administrations de médicaments ou des indicateurs statistiques comme les valeurs minimales ou maximales des différents paramètres mesurés au bloc opératoire. Dans les magasins de données, on dispose d'environ 1000 variables exploitables pour les analyses. On a un ensemble d'informations qui sont génériques et disponibles pour toutes les interventions. La durée d'anesthésie, est-ce le sulfentanyl est administré. Et puis après, on peut également avoir des informations qui sont propres à certaines prises en charge, comme la durée de ventilation unipulmonaire ou la durée d'hypotension entre l'induction et la naissance. Il est également possible de rajouter manuellement des nouvelles informations que vous aurez collectées de votre côté, à travers le dossier patient au format papier, par exemple. Et donc pour cela, on vient coller l'identifiant de l'intervention dans les informations que vous avez recueillies manuellement, et on vient les coller dans l'entrepôt de données à côté des informations des interventions concernées.
On va passer maintenant à l'exploitation de ces données. Alors pour constituer une cohorte, il y a principalement 3 étapes sur le versant informatique. Le premier consiste à sélectionner les interventions qui nous intéressent avec les critères d'inclusion et d'exclusion. Le deuxième, à sélectionner les variables dont on a besoin pour réaliser l'analyse. Et le troisième, pour extraire le tableau de données et poursuivre l'analyse sur un autre logiciel comme R, SPSS ou SAS. Un exemple ici d'analyse qu'on a réalisé cette année. On s'est intéressé à l'hypocapnie et au choc anaphylactique. Nous avions 2 cohortes, une cohorte de choc anaphylactique identifiée grâce aux résultats d'analyse biologique, dans laquelle nous avions 56 patients, et un groupe contrôle identifié avec une hypotension au bloc opératoire. Pour ces 2 groupes, nous avons mesuré l'hypocapnie et l'hypotension suivant l'induction pour identifier si l'un de ces 2 paramètres était un meilleur prédicteur du choc anaphylactique. Et nous voyons que le groupe anaphylactique a une hypocapnie beaucoup plus basse que le groupe hypotension et la courbe ROC du groupe de l'ETCO2 est beaucoup plus sensible et spécifique que la courbe ROC de l'hypotension. Une autre étude réalisée par Alexandre Bourgeois sur l'hypotension nous a permis de caractériser l'hypotension sur 10 ans d'historique en définissant 6 seuils d'hypotension entre 50 et 75 sur plus de 200 000 patients. Vous pouvez voir ici les différents effectifs qui traversent nos 6 seuils d'hypotension. Par traversée du seuil, on entend le fait qu'il y ait juste eu au moins une valeur en dessous d'un seuil, sans tenir compte à ce moment-là de la durée de l'hypotension. Et puis ensuite, on est venu croiser le passage sous ces seuils, mais également la durée, avec la mortalité. Et vous voyez ici, sur l'axe des ordonnées, le seuil qui a été franchi, et sur l'axe des abscisses, la durée, 0 minutes, 1 à 10 minutes, 11 à 29 et plus de 29. Et on voit ici sur la heatmap l'odd ratio qui est associé à ce passage sous le seuil et à la durée. Pour chacune des lignes, la référence est la première case, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas eu d'hypotension. Et puis ensuite, on a l'odd ratio sur la ligne en fonction de la durée d'hypotension. Comme attendu, effectivement, c'est les patients qui sont descendus le plus bas et avec une durée d'hypotension la plus longue qui ont un odd ratio le plus élevé en lien avec la mortalité. Une dernière étude ici sur la ventilation protectrice au bloc opératoire et les complications pulmonaires. Nous avons extrait les données des patients du bloc commun bénéficiant d'une anesthésie générale avec IOT entre 2010 et 2019 pour les patients âgés de plus de 18 ans et avec une anesthésie générale de plus de 20 minutes. Nous avons pu calculer les complications pulmonaires post-opératoires grâce au codage du PMSI sur les 3 jours qui suivent le bloc opératoire, les 7 jours qui suivent le bloc opératoire. Nous n'avons pas retrouvé de lien entre une ventilation, le respect de la ventilation protectrice, c'est-à-dire une ventilation entre 6 et 8 ml par kilo de poids idéal, et les complications post-opératoires. En revanche, nous retrouverons un lien entre ces complications pulmonaires post-opératoires et le devenir du patient, en particulier la mortalité hospitalière et la mortalité à 1 an. À noter ici que nous avons pu rajouter comme outcome assez intéressant la mortalité extra-hospitalière grâce aux données qui sont disponibles, qui sont rendues disponibles par l'INSEE avec les registres de décès, des données qui sont nominatives et que nous pouvons coupler avec notre base de données hospitalière pour pouvoir suivre la survie du patient une fois qu'il est sorti de l'hôpital, qui était une variable compliquée à avoir auparavant. Enfin, une
une dernière application. Un de mes étudiants a pu développer il y a quelques années des tableaux de bord qui permettent de rendre des indicateurs par rapport à l'activité d'anesthésie et la qualité des soins. Donc c'est une interface web qui est disponible sur le réseau hospitalier et sur laquelle vous pouvez choisir différents tableaux de bord pour répondre à une question, le respect des guidelines en ventilation, en hémodynamique, l'activité d'un service ou le devenir des patients. Et pour chacun de ces tableaux de bord, il est possible de sélectionner un service ou une année pour avoir une mise à jour des indicateurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Antoine. Et quand on voit la masse de travail que ça représente et toutes ces données à exploiter, on imagine tout ce qu'il a fallu mettre en place pour justement pouvoir analyser aussi finement toutes ces données. Et tu as passé beaucoup de temps initialement à trier toutes ces données et surtout, quand on a autant de données, l'impact de valeurs erratiques qui peuvent influencer les résultats. Et c'est là où c'est extrêmement important d'avoir une confiance dans la base de données et les résultats qui en ressortent. Si tu peux nous dire quelques mots autour de ça. Effectivement, ce qui est difficile par rapport aux études prospectives, c'est que dans le cadre d'une étude prospective, on voit le dossier patient, on a le dossier patient sous les yeux, on peut prendre une décision, on peut essayer de collecter une information supplémentaire pour prendre une décision sur une variable. Quand on travaille sur une base rétrospective, la difficulté c'est que le patient est déjà parti, les gens qui ont pris en charge le patient sont peut-être même plus là, et on doit pouvoir définir des règles de qualité sur des milliers de patients pour lesquels on ne va pas forcément pouvoir ouvrir le dossier. Donc, ce qui est assez compliqué, c'est de définir ces règles pour s'assurer qu'il y a bien une hypocapnie, qu'il y a bien une hypotension, que la durée d'hospitalisation ou d'anesthésie est bonne. Pour cela, on rouvre un certain nombre de dossiers pour vérifier une règle, et on ajuste plusieurs fois jusqu'à ce que la règle nous convienne. Mais ce qu'il faut bien se dire à chaque fois, quand on fait l'extraction, c'est qu'il va falloir définir des règles ad hoc pour s'assurer que les données sont correctes. Et ces règles, ça peut être juste tracer les distributions de chacune des courbes, des variables, pour identifier les durées de séjour anormales. Là, par exemple, sur les 10 années d'historique, il y a un patient de 900 kg qui faisait sans doute 90. Donc voilà, on a toujours une valeur qui est fausse. Il y en a un autre qui a reçu 50 litres de ringère. Donc voilà, à chaque fois, avant de les exploiter, il va falloir variable par variable choisir des bornes acceptables pour nos valeurs, retirer les enregistrements aberrants avant de passer à l'étape d'analyse statistique.